Bonsoir Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes député socialiste de Paris, secrétaire national au Parti socialiste, chargé de l'Europe et des questions internationales. On va parler de la Syrie dans un instant. Mais d'abord, le dossier des Roms et le défenseur des droits, Dominique Baudis, qui a mis en cause clairement le gouvernement sur le traitement des Roms. Trop souvent, les évacuations se produisent sans décision de justice préalable. Trop souvent, le délai des 3 mois entre le jugement et le démantèlement n'est pas respecté. Voilà, c'est un avertissement, alors qu'il y a peut-être une surenchère sur la manière de traiter ce dossier. Il y a un retour, un rappel au règlement du défenseur des droits. Bon, Monsieur Baudis est un homme engagé, on le sait bien. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire qu'il ne... C'est un homme de droite qui a participé à des gouvernements de droite et qui a géré à droite une mairie qui était celle de Toulouse. Donc il n'est pas indépendant de cela quand il est défenseur des droits. Il participe de la polémique qui s'est développée aujourd'hui. Mais le gouvernement applique la loi. Il n'est pas objectif, il n'est pas neutre dans tous ces dossiers? Moi, je crois qu'il est rarement neutre. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Je crois, je vois que le gouvernement applique à la lettre la transposition de la directive européenne sur le sujet par la loi de 2012, les circulaires de août 2012 ou enfin récemment, tout ça c'est appliqué. Donc je ne vois pas sur quoi il s'appuie pour faire de telles déclarations. Bon, il précise qu'effectivement les délais nécessaires ne sont pas respectés. Oui, parce qu'il y a 30 jours pour pouvoir faire pour interpeller quand on est confronté à un démantèlement. Peut-être il y a ici ou là des moments où, sous la pression de la population, la police est intervenue un peu plus tôt. En tout cas, il y a ce rappel au règlement de la part du défenseur de droit, mais il n'y a pas de rappel au règlement à l'intérieur de la majorité et du gouvernement. Jean-Marc Ayrault a évoqué tout à l'heure la nécessité d'avoir du sang-froid, mais enfin, on a le sentiment quand même que c'est une crise, et peut-être une des plus importantes qui agite ce gouvernement, avec la diatribe de Cécile Duflot contre Manuel Valls. Et puis, personne qui tranche. Non, mais là, il faut siffler la fin de la récréation parce qu'on est quand même dans une situation incroyable. C'est-à-dire que tous les jours, alors qu'il y a des succès du gouvernement, on trouve le moyen, par des polémiques qui ont plutôt trait à des jeux internes de partis politiques, pour parler des Verts, mais c'est aussi valable pour le Parti socialiste, c'est aussi valable pour le Parti communiste, aussi valable pour les radicaux qui ont fait battre le texte du ministre de l'Intérieur. Donc, sur le cumul des mandats. Sur le cumul des mandats. Donc aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, que ce soit sur le chômage, que ce soit sur la croissance, que ce soit le déplacement du président de la République à Florange pour essayer de raccommoder le tissu social dans cette région, chaque fois, il y a une polémique qui vient obscurcir les succès du gouvernement. C'est intolérable. Alors, vous dites ça à Cécile Duflot, qui hier a gâché la journée de Florange. Je le dis à Cécile Duflot, que j'ai connue plus habile politiquement, comme je le dis à toute une série... Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle a dit ça hier? C'est sa conviction. C'est sa conviction, mais il y a la manière de l'exprimer. On ne dit pas que Manuel Valls a outrepassé les principes de la République. Si c'est ça, on quitte le gouvernement. Évidemment, on ne reste pas dans un tel gouvernement qui outrepasse les principes de la République. Elle s'est mise elle-même dans une situation impossible, c'est-à-dire qu'elle attaque le ministre de l'Intérieur alors qu'il ne fait qu'appliquer ce qui est la décision commune et qui est honnêtement très équilibrée. Elle sait parfaitement que la question des Roms est à la fois une question locale à traiter, concentrée dans un certain nombre de régions, et en même temps une question européenne qui n'a pas été traitée et qu'il faut traiter. Bref, elle connaît la complexité du sujet. Elle le saisit. Pourquoi? Parce qu'elle a été mise en cause, alors je ne sais pas si c'est à juste ou mauvaise raison, par Noël Mamère, par Cohn-Bendit, et surtout par Hulot, qui est un peu le pape de l'écologie. Et donc ça veut dire qu'elle devrait quitter le gouvernement avec ses excès, c'est ça? Parce que là, j'ai lu que Jean-Marie Le Guen a dit si elle y croyait un instant, elle démissionnerait du gouvernement. Si elle ne démissionne pas, elle perdra de sa crédibilité. Elle essaye de sauver son mouvement avec une instrumentalisation de la question Rome. Oui, moi, vous pensez? Je pense la même chose, mais je n'en conclus pas de la même façon. Je pense que c'est une très bonne ministre et qu'on n'est pas obligé de mettre le bazar dans le gouvernement pour reprendre la main dans son propre parti. Voilà ce que je pense. Elle en appelle à François Hollande.
Et oui, mais et François Hollande fait dire ou dit à peu près partout qu'il faut respecter la loi et il faut respecter être humain dans le traitement des Roms, et qu'il est d'accord avec son Premier ministre qui respecte la loi. Donc, si est-ce qu'il est sur la ligne de Manuel Valls, François Hollande? Mais je ne pense pas qu'il y a une ligne de Manuel Valls contre une ligne de Cécile Duflot. Il y a un texte qui a été interministériel du mois d'août 2012. On voit bien qu'il y a quand même des différences très nettes, parce que dans les phrases de Manuel Valls, jamais Cécile Duflot les prononcerait. Voilà. Alors, je pense que l'on confond et qu'on polémique sur les phrases, alors que l'on devrait s'allier sur les faits. Il peut avoir telle ou telle formulation, et telle ou telle formulation est critiquable. Et on peut le dire, et je pense que Manuel Valls peut l'entendre, ou telle personnalité peut l'entendre. Mais quand on aiguise... Vous aimeriez qu'il revienne sur ces phrases, Manuel Non, Valls? je ne dis pas ça. Je dis que on peut le dire, on peut discuter de ça. Mais alors là, tout de suite, les grands mots, les principes de la République, le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, ce qui n'a strictement rien à voir avec ce que fait Manuel Valls. Et donc, on aiguise les contradictions, on aiguise ce qui est des nuances d'expression, et on en fait des divergences, et les Français ne voient pas où on va, et ne voient surtout pas les réalisations positives du gouvernement. Ce serait au président ou au Premier ministre de mettre le holà à cela quand même, et de dire on arrête ce désordre, non? Parce qu'il l'a fait avec Delphine Batho. Alors depuis, silence radio. C'était un exemple parce qu'elle pesait pas grand-chose, et quand les gens pèsent à l'intérieur du gouvernement, du coup le président, le Premier ministre sont des otages. Non, pas du tout. Je pense que le président et le Premier ministre rappellent à l'ordre en tête-à-tête tel ou tel ministre, mais je constate aussi, puis c'est pas simplement les ministres, je constate aussi que c'est valable à l'intérieur de la majorité. Il y a des députés qui... Et les députés qui... je crois que nos amis ne comprennent pas le côté dramatique de la situation dans laquelle on est. Ils ne voient pas le tsunami qui est en train d'arriver, qui est celui d'un national poujadisme autour de Marine Le Pen. Ils ne se rendent pas compte de la situation. Quand ils sont sur le terrain, ils disent « Ah ouais, c'est vrai quand même, les gens ils trouvent que sur la question du chômage, sur la question des impôts, sur la question de la cohérence, ça chauffe quand même beaucoup. » Mais quand ils sont dans l'hémicycle ou quand ils sont sur les plateaux de télévision, allez hop, on en rajoute, on fait de la polémique. Pas à bon escient. Moi, je ne suis pas un béni-oui-oui. Je peux accepter qu'on soit en désaccord sur des sujets majeurs, mais les sujets ne tiennent pas plus d'une journée. Mais par contre, dans la journée, ça fait disparaître les avancées positives du gouvernement. Il manque de responsabilité, il manque de sens de la responsabilité. Ils sont immatures. J'appelle la majorité présidentielle et la majorité parlementaire à se ressaisir. Il faut que l'on se ressaisisse, qu'on fasse de la cohérence, qu'on améliore les textes s'il le faut, mais qu'on soit dans la cohérence, parce que c'est parce qu'il y aura cohérence qu'il y aura lisibilité de la politique gouvernementale. Et le Parti socialiste dans tout ça, est-ce qu'il joue son rôle? Harlem Désir est-il audible? Est-ce qu'il y a une manière justement de mettre de l'ordre là-dedans? C'est très difficile, puisque quand vous me posez la question, vous ne posez pas la question à Harlem Désir, vous me dites qu'est-ce que fait le président de la République ou le Premier ministre. Vous voyez bien que quand on est au pouvoir, la hiérarchie passe d'abord par le président de la République, ce qui n'est pas anormal, et par le Premier ministre, qui est le chef quelque part de la majorité. Mais moi j'encourage, je lui ai dit d'ailleurs, Harlem Désir à taper du poing sur la table et mettre tout le monde devant ses responsabilités. Aujourd'hui, c'est essentiel. Comment ça peut se finir? Est-ce qu'il y a des élections municipales? Vous avez le sentiment que le Parti socialiste va payer le prix de ce désordre? Alors je ne le pense pas aux municipales. Pourquoi? Parce que les Français répondent aux questions qu'on leur pose. Et là, on va leur poser comme question, qui est le meilleur maire pour votre ville? Et donc il y a beaucoup de maires sortants, il y a un modèle de la gauche municipale qui est assez apprécié par les Français. Et je pense que on n'aura pas de sanctions, même si il peut y avoir une abstention forte au premier tour et il faut y faire très attention. La majorité, elle va tenir comme ça vers PS? Elle peut tenir encore longtemps ou elle va exploser? J'espère qu'elle va tenir. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour le pays. C'est une nécessité électorale. Donc moi, je pense qu'il faut tout faire pour qu'elle tienne. Donc on doit avoir des discussions avec nos partenaires. On peut avoir des désaccords, mais il faut essayer de travailler à l'intérêt général. Alors, Claude Barthelone, aujourd'hui, il a évoqué ce dossier et il s'en est pris à Viviane Reding, la commissaire européenne, et il a eu des mots extrêmement violents. Elle est de ceux qui éloignent les citoyens de l'Europe. Oui, parce que c'est pas simplement elle, c'est la commission Barroso.
ils ne se rendent absolument pas compte de ce qu'ils sont en train de produire dans toute l'Europe. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, dans les sondages, en Angleterre, UP, qui est le petit parti anti-européen, fait 30% devant les travaillistes et les conservateurs. Et ce que l'on voit là en Angleterre, on pourrait le reproduire d'une certaine manière en France avec le Front National. On pourrait aussi indiquer que ce qui s'est passé en Allemagne, où il y a un petit parti anti-européen... qui approche les 5% et qui frôle l'entrée au Bundestag. Oui, mais vous verrez qu'aux élections européennes, ils auront un succès. Donc, on a une commission qui produit de l'anti-Europe. En même temps, Angela Merkel, qui est sur une ligne très européenne, elle est réélue avec 42% des suffrages. Hein. Je ne suis pas certain que les électeurs allemands aient vu dans Mme Merkel la défense de l'Europe, mais plutôt la défense de leur propre pays. La défense de l'Allemagne, oui, c'est ce que vous dites. Ça ne va pas être trop dur pour la France de gouverner, pour François Hollande de gouverner encore. Angela Merkel, elle est là pendant les 4 prochaines années. Hein, alors qu'il y avait comme ça beaucoup de mots sur le thème. Elle sera. Enfin, ça va être dur de gouverner à ses côtés, d'avoir cette partenaire. Moi, je suis de ceux qui pensent que la Merkel qui va venir, là, ne n'est plus celle qui était qu'on a connue auparavant. D'abord parce que le ralentissement économique en Allemagne se fait sentir. Ensuite parce qu'elle va devoir construire une coalition. Il y a un petit côté victoire à la Pyrrhus. Et donc, elle doit céder, je dirais, d'un certain point de vue, ou proposer, ou négocier avec le SPD. Et les sociodémocrates. Les sociodémocrates. Et le SPD va mettre la barre assez haut parce qu'il y a un débat en interne. Faut-il ou pas la grande coalition? Et parce qu'elle a fait une campagne habile, où elle a dérobé la ligne sociale du SPD, du Parti social-démocrate allemand, mais elle s'est engagée sur le SMIC, sur les salaires, sur des éléments de relance interne. Donc tout ça milite pour qu'on s'entende un petit peu mieux Vous maintenant. Êtes optimiste. Oui, je suis optimiste. Et sur la Syrie, ce soir, résolution de l'ONU qui devrait peut-être être adoptée dans la nuit. Barack Obama salue une énorme victoire. Mais honnêtement, ce n'était pas du tout la ligne de Paris qui va être ce soir adoptée. Il n'y a aucune mesure coercitive contre la Syrie. Si jamais il y avait une mesure la Syrie n'appliquait pas ses engagements de mettre fin à son armement chimique, eh bien, il faudrait de nouveau une nouvelle résolution. Et donc, les Russes pourraient s'y opposer. Non, mais la question essentielle, ce n'est pas la nostalgie de la frappe. La question essentielle, c'est le démantèlement des armes chimiques du gouvernement et du pouvoir syrien de Bachar el-Assad. Et donc, de ce point de vue-là, les Russes ont bougé. Les Russes n'arrêtaient pas de nous dire, vous vous souvenez de ce que disait Poutine ou Lavrov, ils nous disaient, mais c'est Al-Nosra. Les djihadistes. Les djihadistes qui ont envoyé, et ce n'est pas Bachar el-Assad. Et donc, là, il y a une évolution. C'est que maintenant, on va mettre sous séquestre l'armement chimique de Bachar el-Assad. Donc pour vous, ce soir, la résolution n'est pas quand même une reculade de la communauté internationale. Il paraît, selon Jean-Bernard Cadier, notre correspondant à New York, qui a rencontré quelques diplomates français dans les couloirs de l'ONU, certains disent « nous sommes en 1938 ». Nous sommes à l'heure de Munich. Non, je pense pas. D'abord, ces comparaisons ne sont pas raison. Ensuite, je crois que c'est un cheminement et donc on a marqué un premier point. Et que ces diplomates me citent la précédente résolution sur la Syrie avec la Russie. Il n'y en avait pas. Là, il y en a une. C'est-à-dire que les Russes se sont aperçus qu'il était possible que les Américains, voire les Français, même si ça pouvait être contesté, contournent le Conseil de sécurité pour frapper Bachar el-Assad. Ça voulait dire que leur droit de veto, qui fait un peu leur force diplomatique, était relativisé. Donc ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ils ont cédé au dernier moment, certes, mais ils ont cédé. Donc, on avance. C'est une autre situation que celle qu'on a connue il y a de cela quelques mois. Vous diriez une victoire ? Je ne vais pas dire victoire, parce que ça voudrait dire que les autres ont une défaite et on est en termes diplomatiques, mais je dirais que c'est une avancée qui affaiblit considérablement Bachar.
Et la France n'est pas restée sur le bas-côté. La France n'est pas restée sur le bas-côté. J'en veux pour preuve que la France est le seul pays à avoir reçu l'Iran et M. Rouhani aux Nations Unies. Donc ça veut dire que cette France qui, soi-disant, est isolée, que cette France qui est, soi-disant, sur le bas-côté, est suffisamment crédible et c'est suffisamment intéressant pour que le régime iranien se propose non pas de recevoir ou de discuter avec M. Barack Obama, mais avec François Hollande. C'est un geste qui ne sera jamais regretté? C'est un geste important, prometteur ou risqué? Mais c'est un geste prometteur. Aujourd'hui, quand on a la possibilité d'éviter une catastrophe, autant la saisir. Merci Jean-Christophe Cambadélis d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez